Finalement, l'opérateur is, donc, de l'opérateur is. Donc, en C#, avec les différentes versions du langage, vous venez d'embarquer là dans le train du C#, mais le Sharp, donc, il y a un opérateur is à un moment donné qui n'était pas là, je pense, au départ, qui est apparu. Mais tranquillement, cet opérateur-là prend de plus en plus de place dans le langage, à tel point que je dirais qu'il est rendu maintenant incontournable avec la version 9, donc qu'on utilise dans le net 5 du langage. Donc cet opérateur-là permet essentiellement de faire du pattern matching, comme on peut déjà le faire dans un switch case, mais en dehors d'un switch case. Donc ici, on va voir comment, par exemple, on peut faire du pattern matching avec un string. Donc, on a ici une string fredg. Donc, est-ce que la string est nulle? Donc, str is null. Est-ce que la string n'est pas nulle? Str is not null. Donc, ça, c'est à partir de C# 9. La string est un double. Est-ce que la string est fredg? Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire avec l'opérateur is. On voit ici, est null, c'est faux. Pas nul, c'est vrai. Double, c'est faux. Fredg, c'est true. Maintenant, du pattern matching avec int. Donc, on a l'entier i est égal à 10. Donc, est-ce que i est 0? Est-ce que i est 0? C'est false. Est-ce que i est plus grand que 0? Est-ce que i is plus grand que 1? On peut l'écrire comme ça aussi. Ça, c'est seulement à partir de C# 9. Donc, ça va donner true, true. Évidemment, i plus grand que 0. I is plus grand que 1. C'est mieux de mettre i plus grand que 1. Okay? Mais on voit qu'on peut quand même faire ça. On l'a mis ici juste pour montrer qu'on peut le faire. Donc, pattern matching avec int suite. Là, c'est un code maintenant que vous devez compléter. Donc, vous allez mettre la valeur i ici qui fait en sorte que si vous validez, si on a 3 validations, 1, 2, 3, donc i est plus grand ou égal à 0 et plus petit ou égal à 10, ça c'est vrai. I n'est pas plus grand que 0 et plus petit que 10. Okay. Donc ça c'est false. Et i est plus petit que 1 ou plus grand que 7, ça c'est true. Donc mettez une valeur i ici, il n'y a pas nécessairement juste une réponse qui satisfait les 3 conditions que vous avez ici. Finalement, on peut réécrire la fonction typeOf en utilisant un if, else if et le pattern matching avec is. Donc, on le fait sans utiliser un switch case. Alors, vous avez ici le type matching qu'on avait typeOf. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur ça pour aller voir la diapo. Mais maintenant, il faut le réécrire avec un if, else if et l'opérateur is. De sorte qu'on va voir que le type de 5, c'est entier, de fg, qui va être vos initiales, c'est string, de Q, c'est un caractère, et de autre, ça va être, par exemple, pi, ça va être autre dans ce cas-là. Vous mettez votre code ici. Vous recodez la même chose que précédemment, comme étant un one-liner, en utilisant les ternaires. Donc, vous n'utilisez pas une expression switch, mais vous utilisez un ternaire et is. Pour recoder comme précédemment, pour un demi-point, vous mettez votre solution ici. Donc, en résumé, l'opérateur is permet de faire du pattern matching, comme dans un switch case. Ça permet effectivement de convertir n'importe quel switch en un équivalent basé sur if, else ou des ternaires. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée de faire ça, mais au moins vous savez que c'est possible. Depuis la version C# 9, on peut utiliser les opérateurs not, and et or dans les expressions de pattern matching. Cela vaut autant dans pour l'opérateur is, que dans les switches. Alors voilà. Maintenant, la conclusion. Alors, on se rappelle d'abord la catégorisation des différentes conditionnelles qu'on peut faire. Donc, on peut les classifier en instruction d'une part et en expression d'autre part.
Et on peut les classifier aussi par type d'alternative. Est-ce qu'on a a affaire à une alternative de condition, une alternative de cas ou une alternative nullable? Donc, les alternatives de condition, on a les instructions if, else, if, else, if, etc. Et dans les expressions, on a essentiellement le ternaire qu'on peut enchaîner. Dans les alternatives de cas, on a le switch case qui est une instruction et on a l'expression switch qui est une expression. Et finalement, dans les alternatives nullables, on a essentiellement ces opérateurs-là qui sont des expressions. Donc, si l'alternative est multiple, il y a plusieurs cas possibles. Donc, en général, vous allez préférer une alternative de cas, un switch, à une alternative de condition, if ou ternaire. Ordonnez autant que possible les cas ou les conditions en ordre. C'est pas toujours possible de faire des switches, ok? Si vous devez optimiser le code, mettez les conditions ou les cas les plus fréquents en premier. Ajoutez alors un commentaire qui explique pourquoi vous procédez comme ça, parce que vous voulez faire une optimisation. Sinon, les gens vont lire votre code, vont dire « Hey, comment c'est que tu as mis ce cas-là en premier? Là? Tu mets A, B, C, D, puis après ça, tu mets Z en premier. Pourquoi tu fais ça? » OK? Donc, les gens vont dire « T'es pas logique, mais si c'est pour des causes d'optimisation, il faut l'indiquer. » Pour optimiser, on met ça en avant. Vous le mettez dans le commentaire. Autant que possible, utilisez le même genre de cas ou de conditions à travers votre construction. Donc, préférez autant que possible les expressions aux instructions. Donc, c'est plus compact, puis il y a moins d'erreurs, parce que vous forcez la présence d'un else. Donc, dans les expressions, on ne peut pas supposer qu'il n'y a rien de, ça prend un else automatiquement. Finalement, restez lisible, donc étalez le ternaire sur plusieurs lignes, par exemple. Donc, le pattern matching, c'est une capacité puissante du langage C#. Donc, on le rencontre dans les alternatives de cas, les switches, et avec l'opérateur is. Depuis C# 9, on peut combiner les patterns avec les opérateurs not, and et or. Les alternatives nullables simplifient le traitement des valeurs nulles, sont généralement préférables aux autres formes alternatives lorsqu'applicables. Les opérateurs débutent tous par un point d'interrogation. Les propagations nulles, on a l'Elvis, on a l'indexation nullable, pardon, s'appliquent conditionnellement à ce que la valeur cible de l'opérateur soit nulle, non nulle, pardon. Si c'est nul, ça reste nul. Si c'est pas nul, ça s'applique. La coalescence fournit une valeur de remplacement si la cible est nulle. Les opérateurs booléens et ou, donc il en existe deux formes, la forme court-circuitée et la forme non court-circuitée. Donc, préférez autant que possible les formes court-circuitées. Donc, c'est plus efficace parce que vous évaluez pas la deuxième partie si la première évalue à vrai ou faux selon le cas. Et ça correspond naturellement plus à notre façon de raisonner. Comme je vous ai dit, si vous avez besoin de réussir les deux examens puis vous en échouez un, vous ne ferez pas le deuxième pour rien. Okay? Donc, naturellement, on fonctionne comme ça, nous les humains, et notre programme informatique, on s'attend à ce qu'il fonctionne nous aussi comme ça. Vous pouvez maintenant compléter votre auto-évaluation. Donc, le pointage de chaque diapo à compléter est indiqué sur celle-ci, sur ces diapos-là. Et vous remettez le PowerPoint non zippé sur Léa avec en commentaire votre temps et votre note d'auto-évaluation et d'autres commentaires jugés que vous voulez me laisser là, concernant ce que vous avez fait. Donc, si jamais vous trouvez que c'était une bonne idée, qu'il n'y avait pas à recopier tout le code dans les multiples exemples, vous allez dire oui, c'était une bonne idée de faire ça. Si vous trouvez que c'est pas une bonne idée, vous pouvez dire ben, c'est pas une bonne idée d'avoir fait ça. On aurait aimé que ça soit qu'on mette plus de code. Donc, c'est ça. Alors, je vous remercie de votre attention et de votre participation et ça va être la suite dans le prochain module ou exercice.